Merci d'être venue. Madame la directrice, merci pour l'organisation, l'occasion de parler de ce sujet que vous avez mis l'haussmannien entre guillemets, et c'est bien meilleur que mon titre à moi où j'ai enlevé les guillemets au dernier moment, parce qu'effectivement, on va parler un tout petit peu à un moment donné pourquoi cet adjectif de haussmannien. On va voir cela. Donc, vous avez là devant vous, c'est le boulevard Saint-Germain. D'un côté, en fait, c'est des immeubles construits dans les années 1870-1880. De l'autre côté, c'est un tronçon plus compliqué. C'est là où se trouve l'Ypres. En fait, si vous regardez, quand vous passez là, en fait, c'est un tronçon d'une vieille rue, le Taranne qui existait là, avec des vieux immeubles, et puis l'immeuble d'angle, là où il y avait les drugstores, qui était effectivement un immeuble, disons, des années 1880. Mais vous avez les paysages urbains devant vous, les paysages urbains qui ont associé aux percées haussmanniennes, donc une voie large, d'une part, et des immeubles d'un certain type. L'immeuble haussmannien est devenu, en fait, tout le monde le connaît, comme vous l'avez dit. Il y a une idée assez générale. On sait qu'il y a des pierres de taille. Ça, c'est une publicité. J'ai pris ça cette semaine. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé par à ce moment, mais en tout cas, mais ça ne correspond pas ici. Ça, c'est une autre attention. Donc, on a une idée à peu près générale. Pierres de taille, cheminée à l'intérieur, il y a des moulures. Des grandes pièces éventuellement, un balcon filant quelque part. Mais bon, ça c'est des idées, encore une fois, je pense qu'on les a tous sans savoir trop. Et en même temps, c'est les vocables qui m'intéressent beaucoup, les vocables d'immeubles haussmanniens. Donc voilà le sommaire de la conférence. Au départ, la question du terme, pourquoi on appelle immeuble haussmannien, qu'est-ce que c'est? On va commencer par les façades. La vue extérieure, emplacement à Paris, à quel moment, où ça se trouve, ce genre d'immeuble, et puis après, appartement, étage, la cour est très importante, et à la fin, 2 mots sur la situation actuelle. Donc les termes, à l'époque, en fait, on appelait cet immeuble maison à loyer, maison des rapports, et le vocable immeuble est venu plus tard. Et donc l'immeuble, en fait, il s'agit d'un immeuble d'appartement, des choses qui vont de soi peut-être, mais on va voir après que l'appartement est une innovation sociale importante. Donc c'est un bâtiment comportant un certain nombre d'appartements qu'un propriétaire loue. Ça c'est très important, parce que d'où vient le vocable maison à loyer. C'est très important parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de vivre dans des copropriété, et même socialement, légalement, c'est une invention très récente. Donc, légalement, je pense que ça remonte aux années 30, et surtout, ça s'est propagé à partir des années 60. L'immeuble ou la maison des rapports, la maison à loyer, c'est un bon produit de placement à l'époque. En 1860, ça rapporte 6 à 7%. En 1880, 5% sur le capital. C'est le revenu annuel sur le capital. À cette période, la rente de l'État ne rapporte que 3,8, disons 4%. Donc ça rapporte mieux que si vous placez ça dans des bons d'État ou d'autres produits financiers. Donc on comprend bien que des propriétaires, des rentiers investissent dans ces immeubles. Donc, normalement, l'idée, c'est que, je pense qu'il y a une idée comme quoi les propriétaires, ceux qui savent un tout petit peu plus sur l'immeuble, habitent dans l'immeuble, il habite lui-même dans l'immeuble. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque souvent les propriétaires avaient plusieurs bâtiments, plusieurs maisons à loyer. Donc, ils habitent, ils choisissent, bon, ça va de soi, un immeuble, et les autres, ils louent tous les appartements. Dans ce travail, il y a des lignes d'Omar. Elle montre, j'ai pris seulement quelques chiffres, mais pour contraster 2 rues, et elle montre que dans la rue Saint-Denis, donc dans le vieux
dans les vieux Paris, on peut dire, on voit que ça, c'est les pourcentages des propriétaires qui habitent dans l'immeuble. Donc, on voit que dans la rue Saint-Denis, au début du siècle, il y a à peu près 25% qui habitent dans l'immeuble, et puis petit à petit, sur le siècle, ça diminue à 8%. Ce qui se passe, c'est qu'éventuellement, le centre est moins apprécié, on garde ça comme placement, et puis on va vivre dans des quartiers qui sont plus agréables pour les propriétaires. Donc on voit la différence par rapport à la rue Saint-Dominique. Dans son livre, il y a c'est sur 2 quartiers. Donc dans la partie qui n'est pas vers les Invalides, mais de ces côtés du quartier Saint-Germain, on voit que plus ou moins un tiers des immeubles sont habités par les propriétaires. Mais vous voyez, à peu près, on peut dire, grosso modo, ça dépend des quartiers, ça dépend des bâtiments, des immeubles, mais vous voyez que l'image comme quoi le propriétaire habite au premier sur entresol n'est pas toujours vrai, mais quand même, pas si faux que c'est là. Donc il y a aussi des compagnies immobilières qui rentrent de plus en plus dans le jeu, qui investissent dans la pierre, et ça c'est jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce sont encore une fois des produits, des compagnies d'assurance aussi, c'est des produits de placement financiers. J'insiste encore sur le fait qu'il n'y avait pas de copropriété. Donc l'immeuble, et maintenant on arrive, l'immeuble haussmannien, donc maintenant on arrive à l'adjectif haussmannien, qui est très bizarre quand on y pense. Parce qu'on taxe toutes les transformations de Paris à la seconde moitié du XXe siècle, on dit les transformations haussmanniennes, les travaux d'Haussmann, etc. C'est assez bizarre parce qu'on va voir après, quand on va parler des façades et des styles, on taxe aussi, on parle des styles haussmanniens, style post-haussmannien. Et encore une fois, souvent la référence, en termes de style par exemple, elle est plutôt en référence à une période, et la période c'est en fonction du roi. On parle de style, si on parle de meubles, style Louis XIV, XV, XVI, etc., style empire éventuellement. Mais comment ça se fait qu'on parle tout d'un coup d'un préfet? Bon, il est important, certes, mais quand même c'est assez bizarre. En fait, alors il y a des choses bizarres. Pourquoi un préfet? Et en même temps, il a de la chance de découvrir une période très large qui va au-delà de la période où il était le préfet. En fait, il était préfet de 53 à 70, donc 17 ans. Et puis l'osmanisation, entre guillemets, elle est souvent, on parle d'une période plus large. Donc, pourquoi l'adjectif haussmannien? Donc ça commence très tôt, quand il était encore préfet, en fait. Et puis, je me reprends un peu parce que ça serait plus normal dans l'habitude de nommer les choses d'après les rois ou l'empereur, ça aurait été plus normal d'appeler cela style Napoléon III ou travaux napoléoniens. Qu'est-ce qui se passe déjà à l'époque? Napoléon III s'implique personnellement, on le sait, dans les travaux de Paris et même dans des travaux dans d'autres villes. C'est toute la machine étatique qui aide jusqu'à 1860. Après, il y a des problèmes de financement. Mais jusqu'à 1860, les préfets sont sommés à faire passer des travaux, à faire passer des percées, etc. L'empereur s'engage dans une politique, on dirait aujourd'hui, politique urbaine. À l'époque, c'est quand même une période de censure politique très forte. Donc les opposants s'opposent à la politique urbaine parce que c'est une manière de manifester leur opposition politique. Par la suite, sous la Troisième République, tous ces anciens opposants vont faire la même chose. Je veux dire, ils vont continuer cette politique urbaine, ils vont percer dans différentes villes, ils vont continuer les percées qui ont commencé à s'exécuter avant, mais c'était de bonne guerre de s'opposer à Napoléon III à travers la politique urbaine. Donc, à l'époque, on attaque Haussmann, puisqu'on ne peut pas attaquer directement Napoléon III. Je simplifie un peu, parce que Haussmann aussi, comme personne, était pas très agréable, et il attirait la critique, il était positionné pour cela aussi. Donc,
Ça, c'est une série d'articles qui est devenue après une brochure de 1867. Donc Jules Ferry, qu'on connaît pareil pour d'autres raisons, et il s'élève contre la dépense immesurée des travaux à Paris et surtout la manière empruntée, si on peut dire, parce qu'il y avait toutes sortes d'irrégularités financières liées à cette phase-là des travaux parisiens. Donc on attaque à Haussmann. Plus tard, on va dire, les républicains vont le dire, les travaux, on sait aujourd'hui que les travaux cette politique était bien, mais ils vont continuer. Alors là, ils vont associer ces travaux-là à Haussmann parce que Napoléon III est toujours très rejeté. Donc, on prend l'habitude, au départ, par la critique, ensuite, on dissocie en fait ces travaux-là de la figure de Napoléon III et on continue à appeler tout cela des travaux haussmanniens. Encore une fois, quelque chose qui est assez bizarre par rapport à l'habitude pour les autres périodes. Donc aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses haussmanniennes. On trouve des percées haussmanniennes, des travaux haussmanniens, l'îlot haussmannien dans les milieux d'architecture. Bon, c'est toute une période, en fait, qu'on nomme d'après les préfets. Donc vous avez eu raison de mettre le titre, l'immeuble dit haussmannien, et souvent on dit haussmannien quand les historiens, les chercheurs parlent, on dit haussmannien parce que c'est le vocable habituel, et on les met entre guillemets, mais ce vocable est très, très commode. On sait à peu près de quoi on parle, mais je pense que ça vaut le coup de prendre un peu de la distance. Donc, une chose qui est, encore une fois, j'ai vu justement, quand j'ai fait la recherche, je cherchais l'image que je vous ai montrée avant de l'agence immobilière. Pour la première fois, j'aurais dû le copier aussi, pour la première fois, j'ai vu un immeuble, ils disent immeuble Napoléon III. Donc, ça veut dire que c'est vrai que ça fait 10 ans, dans les pays anglo-saxons, c'était avant déjà, on parlait de Napoléon III autrement, et en France, ça fait 10 ans qu'on réhabilite cette figure-là, maudite autrefois. Donc j'ai vu pour la première fois style Napoléon III. Donc peut-être, dans une conférence à la Logue, dans 20 ans, on va parler des immeubles Napoléon III. Donc passons aux façades maintenant. Et puis, il y a 2 livres, je ne sais pas dans la bibliographie sommaire qui a circulé, je pense, mais là, c'est 2 livres qui parlent davantage sur les façades, les immeubles de Paris, donc des choses qu'on peut, comme ça, quand on se promène en ville, on peut reconnaître un peu les bâtiments. Toujours avec ces problèmes, il faut faire attention, parce que des immeubles et des façades ont été, comme on dit aujourd'hui, relookés. Donc parfois, si les historiens se méfient, parce que dater un bâtiment simplement d'après sa façade, c'est un peu dangereux, parce que cela peut induire à des erreurs. Mais bon, grosso modo, ça donne des bonnes indications, sauf si on est vraiment intéressé par un bâtiment en particulier. Donc là, il faut regarder de plus près. Donc ça, c'est des livres qui parlent justement de façades. Et puis, l'image que je vous montre ici vient du premier livre. Et justement, il parle du style haussmannien. C'est moi qui mets les guillemets. Pardon, merci. Qui met les guillemets. Donc, les façades haussmanniennes, c'est donc les pierres, la pierre de taille. Avant, souvent, les immeubles étaient pans de bois plâtrés. Et il y avait aussi les hôtels particuliers étaient en pierre de taille ou les édifices importants. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a une mécanisation des techniques, des coupes, d'acheminement qui permet de travailler avec des gros blocs, ce qui était réservé autrefois à ces autres bâtiments. Donc là, on peut faire des bâtiments, façade sur rue, pas sur cour, façade sur rue en pierre de taille. Et après, il y a une sorte de langage, une sorte d'habitude stylistique. Donc souvent, c'est
le rez-de-chaussée et l'entresol, souvent il y a une sorte de soubassement. Donc on différencie des autres étages en striant avec des bossages, on strie c'est des plans. Vient ensuite les balcons. Balcon qui correspond au premier étage sur entresol, ou deuxième étage, mais disons premier sur entresol, et souvent aussi c'est lui qui est troisième sur entresol, juste avant la toiture. Vous notez ici aussi que c'est vers 1850, il y a des volets métalliques pliants qui rentrent dans l'embrasure de la fenêtre, ce qui laisse la façade beaucoup plus lisse. On verra après comment c'était quand c'était en bois. Donc les balcons, en fait, c'est les signes distinctifs dans la rue quand vous vous promenez. Les signes distinctifs, ce sont les balcons filants. Alors filants, ça peut être sur toute la façade, et puis parfois c'est moins, je veux dire, réservé aux quelques fenêtres au milieu. Une chose qui est aussi à noter, c'est que toutes les ouvertures sont de la même dimension. Il n'y a pas ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas une distinction entre les programmes derrière, si c'est un grand salon, petit salon, chambre, il n'y a pas tout cela, tout est, il y a une sorte de façade qu'on peut dire neutre, on ne montre pas du tout, il n'y a pas une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette relation-là, je vais le dire après, se trouve sur la cour. Sur la rue, on n'affiche pas ce qui se trouve en arrière. Donc les balcons sont des éléments qui remontent en fait, qui sont à la mode, si on peut dire, depuis longtemps. À la place des Vosges, au départ, il n'y avait pas de balcons. Les premiers balcons est ajouté en 1644, donc à peu près 40 ans après les premiers bâtiments. Et puis, au fur et à mesure, on ajoute une vingtaine de balcons. Par la suite, on va enlever certains. Donc, c'est déjà dans les années 1830-40, quand on commence à mettre des balcons, c'est déjà une habitude qui fait référence à des hôtels plus opulents. Donc, et quand on regarde, ça, c'est 3 bâtiments qui se trouvent sur le boulevard Saint-Germain, tous les 3 construits à la même année, 1889. Donc on peut voir aussi les variations. Les variations, ça peut être, vous voyez, il n'y a pas de bossage marqué ici. Il y a les portes cochères qui peuvent être sur 2 étages, ça vous connaissez, ou sur un étage simple. Il y a la question même les balcons filants, les lignes des balcons filants. Vous voyez, ici c'est à tous les étages déjà, 1889. Parfois on ajoute quelques petits. Et puis il y a aussi les mots de nature autour des fenêtres. Est-ce qu'on marque davantage d'une manière plus forte les premiers étages, l'étage noble? C'est là où les propriétaires habitent, s'ils habitent dans l'immeuble. Donc est-ce qu'on marque plus fortement ces ouvertures-là qu'ailleurs? Et puis il y a bien sûr aussi les toits, on en parlera dans 2 minutes. Éventuellement, il y a un comble plus développé dans un cas par rapport à un autre. Donc il y a des variations, mais encore une fois, je pense qu'il y a aussi les éléments constants sont évidents. Tout dépend aussi des quartiers et des périodes. Ça, c'est dans les boulevards Saint-Germain, plutôt du côté du 5e, qui était à l'époque un quartier pauvre, très différent du 7e, parce que là, dans l'image d'avant, on était dans le 7e. Donc là, on est dans le 5e, et là, vous voyez les volets en bois qui précédaient les volets pliants. Donc vous voyez, ça donne bien sûr toute une autre lecture, toute une autre allure au bâtiment, surtout quand les volets sont tout verts. Donc, grande différence, bien sûr, entre quartiers, entre clients, entre ceux qui vont payer beaucoup, ceux qui vont payer moins. Donc, la rue Monge, photo aérienne de la rue Monge, qui montre quand même vous voyez la série de ces immeubles, et on voit ici à la fois la forme de la toiture,
Donc, toiture à la mansarde avec deux pans. Différence avec les cours, ça on parlera plus tard un peu plus. D'autres matériaux côté cours, donc plâtre pour tout ce qui est la façade sur cour, et des pierres de moins bonne qualité, mélières, ou qui est sur les murs mitoyens. Mur mitoyen ou mur arrière. Là, c'est les arènes, bien sûr, qui permettent justement cette vue-là. Normalement, on ne peut pas voir parce que les autres immeubles se collent les uns des autres. C'est l'avantage de cette photo. Et puis, on arrive, alors je me réfère toujours au vocable du livre sur reconnaître les façades. Et on arrive au style post-haussmannien. Donc, il est plus préfet, on n'est plus sous l'Empire. On aurait dit peut-être ce style Troisième République, ça n'a pas pris. Donc là, il y a un problème plus tard, on va dire style années 30, on va dire à un moment donné style Art déco. On voit qu'il y a une sorte bon, je ne vais pas rentrer dans la stylistique, mais on voit qu'il y a une rupture de domination. On ne sait pas comment nommer les choses. Donc là, style post-haussmannien. Et il existe en tant que style, les problèmes et les mots. Donc on passe de la... Il y a, dans l'histoire des styles, il y a des oscillations, il y a des périodes où on cherche l'horizontalité et des périodes où on cherche plutôt la verticalité. Et ça, bon, on peut voir aussi dans le mouvement moderne, les gothiques. Bon, il y a une oscillation comme ça historique. Donc là, on a tout le temps, du temps. D'ailleurs, sous Haussmann, c'est intéressant, et là, c'est Haussmann lui-même qui s'implique. Il y a un article quand on achète un bâtiment, il y a un des articles dans les documents des ventes qui demande au propriétaire de créer des lignes horizontales sur tout l'îlot. Ça veut dire l'idée, bon, on n'arrive pas, c'est éventuellement les architectes voyez qui essaient de voir ça avec les architectes, c'est un peu flou tout cela. Mais déjà, le texte lui-même est très intéressant parce qu'il dénote une volonté, un désir urbanistique, on peut dire. Donc il y a ce texte qui dit, je ne me souviens plus le texte exactement, mais cette idée de créer des lignes horizontales sur tout l'îlot. Donc en fait, continuer les balcons filants, continuer les corniches. Bien sûr qu'on n'arrive pas parce qu'il y a, surtout quand il y a une petite pente, ou même les propriétaires et les entrepreneurs, les architectes peuvent décider, ne sont pas d'accord sur la hauteur des étages. Donc il y a des petits décalages, vous pouvez voir ça partout. Mais quand même, il y a cette volonté de horizontalité. On arrive là à la fin du siècle avec la recherche de verticalité et qui s'exprime ici par cet élément qu'on appelle, on a essayé d'appeler oriel, mais qu'on appelle bow window, comme si c'était une importation d'Angleterre. Il y a une discussion là-dessus, est-ce que c'est une importation directe ou pas. Mais bon, en même temps, on voit ça aussi. Là, on est dans la place qui s'appelle Franz Liszt aujourd'hui, donc bâtiment plutôt des années 1820, qui est rehaussé ici plus tard, et surtout auquel on a ajouté un bow window. Là, l'image est coupée malheureusement. Donc, on a ajouté un bow window, et vous voyez justement sur cette photo, on voit les deux styles. Qui, bon, avec des sortes de juxtapositions éventuellement un peu bizarres. Donc après, les styles post-haussmanniens, Belle Époque, on l'appelle aussi parfois, donc il s'enrichit avec des rotondes et des coupoles. Donc tout ça, on voit, c'est vers à la fin du siècle et début du XXe siècle. Dans tout cela, il ne faut pas oublier les règlements. Parce que jusque-là, on a parlé des façades, mais les façades sont réglementées. J'ai mentionné bien sûr le document des ventes qui aide éventuellement, qui essaye d'amener à la création des lignes horizontales. Mais là, il y a des choses beaucoup plus dures. C'est la hauteur des bâtiments et les gabarits et la question de saillie. Est-ce qu'on peut, à quelle profondeur, de quelle hauteur déjà, pour ne pas se cogner. Donc on élève, il y a un minimum de distance, un minimum de hauteur, on commence à avoir on a le droit d'avoir des saillies, et puis
quelle profondeur ce saillit. Donc là, c'est un document de collègue François Lenné. Il montre comment, pour une voie de 12 mètres, comment les choses ont changé selon les différentes périodes. Et petit à petit, vous voyez que d'une part, la hauteur monte, et puis surtout, et aussi plutôt, la forme de la toiture change, et puis on arrive à une forme plutôt galbée. Vous allez voir ça plus tard. Donc voilà, ça c'était quelques mots sur les façades. Donc les façades, c'est dans chaque période, il y a des idées sur le style, mais quand vous vous promenez des longues de voies, bien sûr qu'il y a des variations. Variations parce que les immeubles ne sont pas construits à la même époque, et aussi ça dépend du règlement. Donc parfois dans une rue qui est créée dans une période, on a construit à 4 étages, et puis certains ont ajouté un étage en plus parce qu'ils ont le droit, d'autres ne l'ont pas fait. Donc on arrive bien sûr à ces variations qu'on aime bien dans la ville. Ce qui est important par rapport, je termine là-dessus, sur le changement des règlements, c'est à partir de 1882-1884, il y a un changement sur les saillies, les gabarits, et surtout à partir de 1902, il y a une grande recherche du pittoresque dans la ville, et il y a un concours des façades qui est instauré, et en fait on change de culture architecturale, on peut dire, dans la mesure où l'uniformité était prisée avant, et on essayait d'arriver, on n'arrive pas, mais on n'arrivait pas comme on le voulait, mais c'était quand même le but recherché, c'était l'idéal. Et puis, on cherche plutôt l'individualité, se démarquer, faire des choses qui sont différentes. Bon, la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc maintenant, on va passer à l'autre chapitre. Donc ça, c'était les façades. Maintenant, c'est l'emplacement, la question, où est-ce qu'on construit ces immeubles. Donc en ville, on peut les trouver dans de vieilles rues, ça c'est la rue du Temple, entre deux, il y a des immeubles plus anciens, c'est souvent, vous connaissez la façade, et c'est aussi un recul, parce qu'il y avait des règlements d'alignement, on voulait élargir les rues. Quand il y a des règlements d'alignement, ça veut dire, l'idée de l'alignement, c'était élargir au fur et à mesure les voies qui étaient étroites, et on a dit chaque fois qu'il y a un nouvel immeuble qui est construit, il va se mettre sur le nouvel alignement. Ça veut dire qu'il y a un document qui montre le nouvel alignement. Donc souvent, vous avez ces bâtiments qui sont en retrait, c'est les bâtiments neufs, et les bâtiments qui sont en avant sont les anciens. Et là, vous voyez les styles, etc. Et donc un immeuble comme ça, qui est dans une rue ancienne. En même temps, ça vous montre tous les problèmes de ces immeubles-là. Pour entrer en ville, c'était le problème d'avoir les parcellaires nécessaires, parce que pour construire cela, il faut trouver 2 ou 3, plutôt 3 parcelles, 3 terrains qui se vendent en même temps. Donc c'est assez difficile de réunir les terrains pour construire cet immeuble. Et le marché n'est pas aussi vivant comme il peut être aujourd'hui, où un promoteur éventuellement peut offrir des sommes faramineuses pour avoir un immeuble s'il veut absolument, un immeuble construit pour en faire un terrain à construire. À l'époque, le marché n'est pas aussi vivant. Donc, ce qui se passe, la grande révolution des transformations de Paris, en fait, c'est l'idée qu'avec les percements, on va changer le stock immobilier au centre de la ville. C'est ça, les grands enjeux est à la fois circulatoire, éventuellement hygiénique, créer des grandes voies, mais en même temps, c'est en créant ces grandes voies, il y a tout un mécanisme d'expropriation. On peut exproprier de deux côtés de la voie et créer justement, c'est l'image de la rue Monge qu'on a vue, il y a la nouvelle voie, mais en même temps une sorte de lotissement linéaire de chaque côté qui permet justement la création, cette offre immobilière au centre de la ville. L'enjeu à l'époque était, est-ce que les nouvelles couches bourgeoises, pas très riches, allaient vivre au centre ou est-ce qu'elles allaient partir en banlieue? À Paris, ce n'est pas une décision, c'est la dynamique urbaine, était de revaloriser les centres, y habiter quand même. Mais pour y habiter quand même, il fallait un nouveau type d'habitat qui convient à ces couches-là. Pour les faire, les marchés privés ne pouvaient pas les faire tout seuls,
c'était trop lent, trop difficile que je vous ai montré. Donc il y avait cette mécanique d'expropriation liée aux travaux d'utilité publique, parce qu'à l'époque c'était la seule manière d'exproprier, c'était au nom de l'utilité publique. Et l'utilité publique à l'époque, c'était simplement l'amélioration de la voirie et un tout petit peu l'hygiène. Donc avec ces deux raisons-là, on arrivait à exproprier. Mais en même temps, pour arriver là, il fallait démolir. Il fallait démolir tous les stocks anciens. Donc ça, c'est des images du quartier des Halles, où on a démoli. Avant de démolir, on a fait des dessins. Donc tous ces stocks immobiliers, tous ces immeubles, devaient partir pour que les nouveaux immeubles puissent rentrer. Donc voilà, ça c'est le boulevard Saint-Germain qu'on vient de voir. Et ça, c'est des gravures de l'époque. C'est ce qu'on voulait abolir. Donc là-dessus, il y avait un consensus général, et ça c'est très important. Les tissus urbains banals, hérités du Moyen-Âge, 16e, 17e, même 18e siècle, étaient bons à partir. Personne ne s'est levé, au contraire, tout le monde se félicitait quand des rues comme ça, et même des rues quand même de 6 mètres, là, bon, ça c'est l'extrême de 1 mètre, 1 mètre et demi, tout le monde était d'accord, c'était une ville pour eux insalubre, et l'idée de la réhabilitation n'existait pas. La réhabilitation, c'est une idée qui commence à la fin du 19e siècle. À Édimbourg, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Guedes qui commence à faire d'actions dans ce genre-là. Dans les années 30, certains en parlent. On commence à les faire à grande échelle à partir de la fin des années 60. Mais là, ça n'existait pas dans l'imaginaire. Donc la seule chose, c'est éradiquer ces rues, ces bâtiments, pour créer cela. Donc, et les travaux dits haussmanniens, les travaux menés sur la seconde moitié du XIXe siècle, sont partis, en fait, de l'idée de régénérer les centres. Le problème qui s'est posé à Paris à partir de 1840 dans les milieux urbanistiques, les milieux qui s'intéressent aux problèmes urbains, c'était les déplacements des activités prestigieuses. On disait à l'époque les déplacements de Paris. Mais bon, c'était les déplacements des activités prestigieuses vers l'ouest, vers la Bourse et au-delà. Et puis l'idée, la question qui se pose beaucoup de personnes en 1840, c'était comment faire revenir Paris vers son assiette naturelle. L'assiette naturelle, le centre de la ville. Donc, à l'époque, la grande opération urbanistique était les percements. Donc l'idée, c'était de percer de nouvelles voies dans les centres. C'est ce qui va se faire, les boulevards Sébastopol. Tout ça, c'est les boulevards de Strasbourg. Tout ça, en fait, c'est déjà la rue de Rivoli qui en prolonge vers la Bastille. C'était un tout petit tronçon avant. Ces idées-là, encore une fois, ont de consensus général. Faire passer ces grandes voies à travers les centres pour sauver les centres. En même temps, au fur et à mesure des travaux justement entrepris, surtout à partir des années 55, notre programme se glisse sous les premiers et en fait on accompagne la dynamique urbaine qui allait vers l'ouest. Et en fait, les travaux, encore une fois, les transformations de Paris pendant la deuxième moitié du XXe siècle, parce que ce n'est pas simplement sous le sous le Second Empire, c'est le renforcement, l'accompagnement, on peut dire, de l'expansion vers l'ouest. Donc c'est là où il y a beaucoup d'immeubles dits haussmanniens. Et donc ça, bon, à l'hommage de l'institution, on est là, donc là vous le connaissez, en sortant vous allez voir ça. Mais bon, en même temps, il y avait aussi l'expansion de Paris, parce qu'au départ je parlais du centre, mais des immeubles haussmanniens se trouvent aussi dans les faubourgs, dans l'extension de Paris. Donc à l'est aussi, il y a plusieurs percées, et puis il y a ici la place de la République, et vous connaissez ces immeubles. Plus frappant encore, ça c'est un document de la Pure, c'est de voir là, avec cette couleur-là plus sombre, correspond à des immeubles construits entre 1880 et 1914, la belle époque, et ça se trouve, vous voyez bien qu'on est bien dans les 16e, dans l'ouest,
le 16e arrondissement, il y a un paquet ici, mais vous voyez, donc, ce qu'on associe souvent, en fait, quand on parle de l'immeuble haussmannien à propos des façades Belle Époque, on est bien loin de 1850-1870. Donc attention à ces périodes, et c'est très important parce que c'est des booms immobiliers différents. Parce qu'un des problèmes du percement et de la politique urbaine en général, c'est souvent, on peut avoir une politique édilitaire à un moment donné, il y a une volonté politique à un moment donné, mais pour faire toutes ces choses-là, il faut que les marchés suivent, il faut que l'économie suive. Donc il y a souvent des décalages entre un cycle de vie politique édilitaire et le cycle de la vie économique. Et ici, effectivement, les immeubles de la Belle Époque, c'est plutôt parcelle par parcelle, mais là, c'était plus facile. Probablement, il y avait plus de pression immobilière et c'était plus facile de rejoindre le parcellaire. Donc voilà, je pense qu'on a terminé ce passage-là. Et puis maintenant, on va rentrer dans les appartements. Donc, première chose, c'est les liaisons entre ces deux chapitres, c'est la question du parcellaire. Là, c'était tronqué, je m'excuse, c'est le percement du boulevard Saint-Germain. Et j'ai travaillé sur l'histoire du boulevard Saint-Germain. Donc, s'il y a beaucoup de documents du boulevard Saint-Germain, c'est de mon propre travail de recherche. Donc là, ça c'est les bâtiments actuels, ça c'est les numéros 129, si quelqu'un connaît. On verra d'ailleurs une image plus tard. Et ça c'est la vieille rue d'avant. Donc on a exproprié ces terrains. Et cette image simplement montre, je pense, il me semble clairement, que là, par exemple, ces trois parcelles anciennes donnent la dimension pour une nouvelle. En fait, on passe souvent les parcellaires anciens dans les parties denses de la ville, faisaient à peu près 5, 6, 7 mètres de largeur. Et les nouvelles, l'immeuble justement haussmannien, c'est plutôt au minimum 20 mètres. Bien sûr qu'il y a des variations, je vais les montrer par rapport à des quartiers, etc. Mais la dimension, elle est plus large. Donc l'immeuble haussmannien, ça c'est le numéro 27 du boulevard Saint-Germain. Là, vous avez les caractéristiques de son plan. L'élément constant, c'est ce qu'on peut trouver dans tous les immeubles. En fait, éventuellement, ce que j'ai appelé le noyau dur de ce type d'immeuble, c'est l'enfilade. Donc il y a d'une part la façade neutre sur rue, et la façade neutre sur rue correspond à une enfilade de 3 ou 4 pièces. Bon, ça dépend après de l'importance de la propriété. Donc là, par exemple, on a 4 fenêtres sur rue, la rue se trouve là. Donc 4 fenêtres sur rue, l'enfilade, donc salon, chambre. Chambre à l'époque, on ne sait pas trop ce que c'est. Après, il faut voir les documents, d'autres documents pour voir comment ça a été habité. En fait, ça laisse beaucoup de possibilités. Ça peut être un bureau, ça peut être une chambre à coucher, ça peut être un deuxième salon, etc. Mais on va voir toujours des enfilades avec la particularité de l'enfilade. Bon, comme dans les hôtels particuliers, c'est bien sûr les portes sur la façade, mais il y a une variante, ça peut être aussi souvent 2 pièces avec une porte au milieu plutôt, par là, et avec des cheminées de part et d'autre. Ça dépend, une variation, il y a deux types d'enfilade. Le mot type est trop fort là. Bon, alors ça c'est l'élément fort, et après, tout dépend en fait de la forme du terrain. Ça peut être plus épais, moins épais. Là, il y a beaucoup plus de variations. Alors, ça dépend du terrain, ça dépend des classes pour qui on est construit. Autre chose, c'est les 2 escaliers. Ça veut dire un escalier d'apparat, un escalier pour le propriétaire ou locataire, et un escalier de service. L'escalier de service qui dessert la cuisine. La cuisine est là. Et puis après, la salle à manger, qui se trouve ici. La salle à manger, je le mentionnerai plus tard, elle bouge. Elle peut être sur la façade, elle peut être sur cour. Il y a aussi quelque chose de... Bon, donc là, quand on rentre, il y a antichambre, on ne dit pas encore entrée,
Et puis, il y a le début d'un couloir, en fait, parce qu'il y a une possibilité de circuler aussi par là. Ça, c'est une courette, les deux CR, c'est cours ou courette, avec un minuscule WC par ici. Donc, dans les plans, et vous voyez ici, les caractéristiques de l'immeuble haussmannien. Un retour en arrière pour comprendre cette grande innovation. Je ne sais pas si cette année il y avait des cours sur l'immeuble disons, 16e, 17e siècle, mais simplement une image, et même s'il y avait un cours, un rappel s'impose. Donc souvent, quand vous voyez des bâtiments comme ça c'est les petits travées, c'est des immeubles construits sur justement les petits parcellaires dont il était question, et ces immeubles à l'époque, ce qui m'intéresse de vous montrer maintenant, c'est qu'il n'y avait pas d'appartement, en fait. Il y avait un propriétaire qui éventuellement travaillait ici, il avait sa boutique, éventuellement si c'était artisan, il y avait son atelier, et là-haut, ensuite, c'est une sorte de collection de pièces, et qui, en fait, le bâtiment peut aussi se développer dans la profondeur de la parcelle. Et on sait que les propriétaires habitaient ici, là-haut. Au départ, au Moyen-Âge, il avait ses compagnons qui habitaient plus tard, qui habitaient là-haut. Mais plus tard, c'est devenu des chambres à location. Et puis des familles pouvaient habiter. Molière, par exemple, on sait de documents d'après-décès, qui, par exemple, il louait 2 chambres au 2e et 2 chambres au 4e. En fait, les gens, au fur et à mesure, louaient des chambres, au fur et à mesure de l'évolution éventuellement de leur capacité et aussi de la disponibilité des pièces. Ils vivaient dans plusieurs pièces et avec une circulation commune. Donc, j'insiste simplement sur un point ici, il n'y avait pas l'appartement dans le sens, il n'y avait pas sa porte, une fois que quelqu'un ouvert, il est chez lui. On n'était pas chez soi, on partageait des pièces dans un immeuble de ce type-là. À la fin du 18e, début 20e, commence à apparaître l'immeuble, l'appartement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Là, ça, c'est un livre qui est publié et qui raconte cela. Et puis, il y a une doctorante qui a soutenu sa thèse il n'y a pas longtemps et qui trace justement l'évolution à partir des 60 cas à Paris, comment on passe d'une façon de vivre à une autre. Et là, l'appartement existe, mais on est encore dans une sorte de collection de pièces de même taille, et puis on n'est pas encore dans le même, disons, distribution fonctionnelle comme on vient de le voir dans l'immeuble haussmannien. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas simplement des architectes, des promoteurs ou des propriétaires qui ont changé des attitudes. Norbert Elias nous explique que progressivement s'érigent entre les individus, entre les corps, ces murs faits de pudeur craintive et de répulsion émotionnelle, murs qui se traduisent au XIXe siècle dans l'habitat, par les cloisons qui sépareront les pièces désormais à des fonctions très précises, et aux différentes membres de la famille, par ailleurs repliées sur elles-mêmes. Donc d'une part, la famille se replie, les différents membres, les enfants par exemple, ne couchent plus avec les parents dans les mêmes pièces, il faut les séparer, et en fait c'est l'invention de l'intimité. Invention sociale, je veux dire, cette énorme évolution qui fait en sorte qu'il faut, quand on peut, il faut étendre l'appartement et séparer les choses pour justement vivre bien ensemble. Donc, c'est ce processus qui prend à peu près un siècle pour arriver à l'immeuble haussmannien dont nous discutons là en ce moment. Donc reprenons un autre exemple. Ici, par exemple, on voit déjà cet immeuble-là. C'est le 240 bis boulevard Saint-Germain. Donc là, on voit déjà la parcelle est plus large, plus profonde,
et on peut organiser un immeuble presque en U. L'autre qu'on a vu était en L. Ça veut dire, quand on a la place, on crée déjà un double corps. Double corps, ça veut dire double corps de logis, orienté sur U et orienté sur cour. Si on peut, si c'est relativement large, on ajoute une aile adossée à la limite parcellaire, et dans ces cas-là, on peut le faire même de l'autre côté. Il y a suffisamment de place. C'est ce que j'avais dit avant. L'élément constat, c'est l'enfilade, mais après, l'organisation, elle dépend, bien sûr, de la parcelle et des locataires sur qui on compte qu'ils vont louer les biens. Donc ici, les deux escaliers sont côte à côte dans ces cas-là. L'escalier, d'ailleurs, c'est intéressant. Parfois, il est adossé à la limite parcellaire. Parfois, les couloirs passent derrière parce que là, il faut l'éclairer. Donc, soit on l'éclaire sur la grande cour. Ici, c'est une petite courette qui l'éclaire. Pas génial. Mais en même temps, ça raccourcit les couloirs. Donc, vous voyez déjà, les variations, c'est aussi... il n'y a pas un appartement idéal. Il y a de jeux entre différents principes, entre différentes volontés. Et puis, c'est comme un jeu. Si on gagne sur un tableau, on perd sur un autre. Donc là, effectivement, une entrée, antichambre. Éventuellement, on a grignoté ici, je ne sais pas, ça doit être un ascenseur ajouté plus tard. Donc, escalier de service, WC, bain. Alors là, on arrive à quelque chose de très important, ça c'est plus tardif, c'est les bains et les WC. Ça, encore une fois, c'est l'immeuble, il est lié à des inventions techniques, à des travaux publics, donc à l'adduction d'eau. Il faut avoir de l'eau dans l'appartement et il faut avoir tout à l'égout. Donc ça arrive à la fin du siècle. Et au départ, les choses sont plutôt minimales, c'est plutôt des cabinets, des toilettes, etc. Donc parfois les bains, c'est des ajouts qui sont rentrés, qui sont venus, qu'on a ajoutés par la suite dans l'appartement. Donc voilà, vous voyez la différence de taille d'escalier, ça peut-être vous connaissez. Ici, donc ces grands salons, petits salons. Donc ça c'est question, ça c'est des dénominations. On aurait pu appeler ça chambre. Après, c'est la personne qui habite qui décide quel ameublement et puis quel usage. La réception compte, ça dépend la réception compte quand on est dans des couches qui reçoivent beaucoup de monde, etc. Après les deux chambres. Donc on voit ici éventuellement le début d'une division tripartite, qui n'est pas souvent le cas, c'est quand c'est grand, tripartite dans le sens partie réception, la cuisine, donc les services, et puis les chambres. Mais les choses ne sont pas nettes comme elles sont aujourd'hui entre ce qu'on appelle jour et nuit. Vous voyez que la salle à manger, est-ce que ça fait partie de l'intime ou pas l'intime? Est-ce qu'on reçoit ici? Est-ce qu'ici, tous les meubles sont couverts de housses et la famille vit ici et simplement reçoit ici? Ça dépend des familles. Donc la salle à manger, en même temps, ces ouvertures même indiquent qu'il y a une sorte de presque un couloir élargi. Et les chambres surtout, est-ce que c'est la partie chambre, ce qu'on appellera aujourd'hui nuit, est-ce qu'elle commence ici? Il y a beaucoup, ce que je veux dire, il y a des zones qu'on dirait tampons, ça peut être utilisé d'une manière, ça peut être utilisé d'une autre manière. D'ailleurs, entre guillemets, c'est peut-être aussi le charme pour revenir à l'actualité, le charme de ces appartements aujourd'hui, ça permet des usages plus variés que la division nette, je parlerai plus tard, jour-nuit, avec des petites pièces qui sont de chambres, et puis un séjour qui est très grand. Donc là, c'est même la taille de chambre, elle est relativement grande. Donc voilà l'organisation de cet appartement. Vous regardez aussi que la taille des fenêtres change.
Sur les plans, on voit bien, le WC n'a pas la même fenêtre que la salle à manger. Sur la cour, il y a quelque chose de différent qui arrive. Et puis, on peut dire, on est presque dans le modernisme, dans le sens où les ouvertures reflètent l'organisation intérieure. À chaque pièce, il y a la fenêtre qui lui convient mieux. Donc sur la cour, il y a une organisation des façades différente de celle sur rue. Et puis là, toujours les problèmes ça c'est le vieux comme le monde, le problème des bâtiments en aile, c'est le problème de l'angle qui est sombre. Donc là, c'est les couloirs très longs derrière, on les connaît. Et puis là, on creuse un peu pour amener de la lumière à toute cette petite pièce de service. Donc, pour vous montrer que la salle à manger bouge, donc là, c'est ça c'est l'immeuble, le numéro 27 qu'on a vu, avec la salle à manger sur cour. Mais le numéro 129, on a vu l'opération parcellaire qui était... Quand je vous ai montré les plans parcellaires, il y avait les 3 parcelles anciennes qui sont devenues une parcelle moderne. Donc la salle à manger se trouve sur la façade. Dans les 2 cas, vous voyez, donc il y a les cours, avec les cours ici et la cour là, avec dans un cas l'escalier adossé sur la cour, et là c'est plutôt le passage se fait devant. Mais je voulais surtout vous attirer donc ça c'était pour vous dire que la salle à manger, c'est un élément, l'emplacement de la salle à manger est un élément fluctuant, parfois sur cour, parfois sur rue. Parce que, bien évidemment, la salle à manger aurait pu être ici, il y a assez de place. Donc c'est un choix. Et j'attire votre attention en parlant de type de bâtiment. Ici, à cause de toutes les expropriations liées au percement, on a en fait ici un immeuble mixte assez intéressant, parce que d'une part, c'est un immeuble, disons, haussmannien. Vous voyez la parcelle, les doubles corps plus une aile contre le mur mitoyen. Mais tout d'un coup, puisqu'on n'a pas exproprié tous les terrains ici, ça c'est un terrain très long, on n'a pas exproprié celui-ci parce qu'il donne sur une autre rue. Donc on ne voulait pas exproprier trop, parce qu'on est dans les années 70, on n'exproprie pas autant que dans les années 50. Donc là, il reste en fait la dimension d'une vieille parcelle. Et l'organisation, elle est équivalente de l'organisation de l'immeuble d'avant, l'immeuble du XVIIe siècle, par exemple, avec cette série de chambres, de pièces, disons, à l'époque on disait pièces, qui donnent sur une courette. Donc c'est un immeuble hybride, en partie 19e, en partie 17e siècle. Et puis, il y a des immeubles simples, des immeubles qui sont en enfilade. Dans ces cas-là, c'est les 140, c'est un immeuble d'angle. Il n'y a pas assez de profondeur. Encore une fois, c'est une question d'expropriation. On ne voulait pas acheter trop loin parce qu'il y avait une grande parcelle, etc. Donc, c'est l'immeuble que vous voyez ici. Et puis là, c'est l'enfilade pure. Pour vous dire, encore une fois, j'insiste un peu peut-être trop lourdement sur l'idée que l'essentiel dans cet immeuble, c'est l'enfilade. Donc là, enfilade plus couloir, parce que le couloir, c'est aussi une invention très importante, parce que justement, c'est les couloirs qui permettent l'intimité, la séparation entre pièces. On n'a pas besoin de passer d'une pièce à l'autre. Donc éventuellement, plus tard, on peut penser que quand on est dans des petits logements, on va dire que le couloir est trop dépensier, on perd des mètres carrés qui coûtent cher, donc on va essayer d'éliminer, mais en même temps, c'est le couloir qui permet, encore une fois, la distribution des pièces, la séparation des pièces entre eux. Donc ici, petit immeuble, encore une fois, donc vise une autre clientèle, pas d'escalier de service, et puis une série de 5 pièces. La cuisine, elle est là, autour d'un couloir, minuscule WC, cabinet de toilette, probablement il n'y a pas encore de l'eau. En même temps, l'immeuble, la parcelle d'angle, elle est la parcelle qui est la plus appréciée, parce que justement, elle permet l'enfilade. Quand les terrains sont vendus, on vend
les immeubles d'angle, les terrains qui va recevoir un immeuble d'angle est vendu à 400 francs de l'époque au mètre carré, quand une parcelle à côté, une parcelle entre mitoyens, est vendue à 250 francs le mètre carré. Donc, ce terrain-là vaut plus cher parce que justement, il permet davantage d'avoir des pièces sur rue. Un des problèmes d'aujourd'hui, bien sûr, c'est la rue est devenue bruyante, polluante, etc. Donc, éventuellement, l'enfilade, avoir des pièces seulement sur rue, ça dépend des capacités de sommeil des uns et des autres, mais certains ne l'apprécient pas trop. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer qu'éventuellement, ces bâtiments, c'est le noyau dur, on peut dire, de l'immeuble dit haussmannien. Un autre immeuble d'angle, là on est dans les quartiers plus riches, donc là il y a 2 appartements en fait, c'est le 226, et puis là, bon, vous voyez, là on est dans une série là, il y a même, à l'angle c'est un billard, et puis petit salon, grand salon, salle à manger. Là c'est très intéressant parce que la salle à manger migre vers la cuisine, et puis éventuellement on arrive à des associations qui sont plus normales pour nous. Et encore une fois, très peu de chambres sur, encore une fois c'est une question de taille du corps de bâti, mais l'essentiel étant façade. Alors là je passe un peu aux années plus tard. On est dans l'immeuble de Rouspitz, que vous connaissez, je pense qu'il est assez connu. On est dans les années 30. Et je le montre parce que souvent on va dire immeuble des années 30. Bon, pour la façade, c'est évident, on connaît les quelques éléments stylistiques. D'ailleurs, ici, c'est intéressant, à propos de ce que je disais avant, on voit les basculements, disons les compromis qui s'est fait ici entre une verticalité, les bow windows qui est esquissé ici, et en même temps des fenêtres plus ou moins à l'horizontale. Donc Rouspitz, on connaît son classicisme moderniste, son modernité classiciste. Là, on les voit même par le dessin de la relation entre les plans et les vitres. Mais ce qui m'intéresse en ce qui concerne ce petit chapitre, c'est encore une fois l'enfilade qui est toujours sur rue. C'est vrai que la cuisine se rapproche à la salle à manger, mais on n'est pas encore, on est dans les années 30, et en fait, il y a une sorte de, on peut dire, dans l'image pour nous, stylistiquement, on dit années 30 et on commence à penser organisation moderne de l'appartement. Ce n'est pas tellement le cas. Ce n'est plus l'immeuble haussmannien comme je vous ai montré avant, mais ce n'est pas encore ce qui va se faire dans certains projets. Dans ces périodes-là, je vais en revenir. La limite de ce type d'immeuble haussmannien, c'est l'immeuble, parce que l'immeuble haussmannien se décline dans tous les quartiers, c'est ce qu'on dit souvent, et pour toutes les classes sociales. Donc on va aussi pour des appartements qu'on loue à des familles à revenus modestes. Et là, c'est un document qui est pris d'un livre italien, mais en fait, le document à l'origine est français, mais la qualité de l'image était meilleure de ce que je pouvais faire de documents. D'ailleurs, Monique elle le reproduit. Donc là, simplement, ça c'est la salle à manger, l'épée pranzo, la salle à manger, la cuisine, le WC et 2 chambres. Donc ça c'est un appartement, là il y a un autre. Donc l'appartement, est-ce qu'on est encore est-ce que c'est un immeuble haussmannien? Souvent on les met dans la catégorie haussmannienne, puisque c'est la même période, éventuellement les dessins de la façade se rapportent à ce que... Mais on est déjà, bon là il faut avancer des arguments, des pour et des contre. Et là c'est encore une entrée, cuisine, salle à manger, un bout d'enfilade avec cette... Là je ne sais pas si c'était le document est mauvais, est-ce qu'il y a une porte là ou pas, et puis en tout cas là il y a une porte entre ces deux pièces. Donc éventuellement on peut dire, en tout cas pour ces cas-là, qu'on est vraiment dans l'immeuble dit haussmannien, mais dans sa,
je ne dirais même pas sa plus simple expression, je dirais vraiment un cas limite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toute la réflexion qui va se faire ailleurs sur justement les immeubles de logement social, en fait. Et la grande révolution va venir de ces immeubles-là, en Allemagne, où on va inventer la coupure jour-nuit. Et ça, c'est Alexander Klein qui fait ce projet en 1927. Donc, quand on fait l'histoire du logement, il est connu. Et c'est simplement pour, encore une fois, je montre des immeubles avant l'immeuble haussmannien, et un exemple après, simplement pour indiquer, pour souligner la particularité de l'immeuble haussmannien, qui est le sujet de cette conférence. Donc là, une entrée, la cuisine près du séjour, donc c'est un séjour maintenant, et des chambres de taille plus petite, donc ce qu'on appelle la partie nuit, on appelle ça veut dire des chambres, avec la salle de bain ici. Donc souvent il y aura même une porte par ici, là encore il y a une porte là, normalement ça c'est fermé, disons, et puis l'appartement moderne est scindé en deux, avec encore une fois, comme toujours, des variations. Mais là, ça a été inventé, et j'insiste là-dessus, dans des programmes de logement social, parce que souvent on a l'idée que l'innovation vient de haut, et puis après il y a l'imitation vers les bas, l'hôtel particulier qui donne l'immeuble haussmannien. Mais là, c'est l'inverse, c'est un bon exemple de l'inverse. Un travail qui a été fait, encore une fois, c'est en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur cette question-là. C'est dans tous les pays, en fait, de logement pour les classes populaires. Pas les plus pauvres, ça on ne sait pas faire, mais disons les moins pauvres. Donc il y a toutes ces réflexions. On arrive à cette organisation, et cette organisation, après, sera prise par d'autres classes, par exemple, à Paris 2. À Paris 2, vous avez ça, c'est l'entrée. Le séjour, il y a ici la cuisine, pardon. Donc tout ça, la partie jour, et puis la partie nuit, avec justement la porte ici, les deux chambres. Et la grande division, la grande décision, c'était d'avoir deux descentes de services, donc de lignes d'eau, de lignes d'égout, parce qu'à un moment donné, on mettait les uns à côté des autres pour avoir moins de tuyaux. Là, c'est une grande décision, ça veut dire avoir plus de gaines, mais un confort à l'intérieur plus grand. Et ça, c'est devenu, encore une fois, une convention sociale qui commence à être mise en cause aujourd'hui. Les lofts, d'autres organisations, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça, c'était les appartements pour expliquer, encore une fois, la particularité de cette organisation de l'appartement. Bon, alors maintenant, les étages, c'est voir comment les choses s'empilent. Reprenons la même image, le même cas d'avant, donc ce bout du boulevard Saint-Germain. Donc, rez-de-chaussée, c'est les commerces. Ça dépend des rues. Ça dépend les commerces aujourd'hui se répandent, donc beaucoup de bâtiments où il n'y avait pas de commerce avant. Les commerces sont rentrés. Les types de commerce changent. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais disons, l'entresol, on parlera plus tard. C'était un étage assez ambigu à l'époque. Mais avant de parler, pardon, j'ai oublié de parler. Donc, rez-de-chaussée, c'est les bouts souvent des boutiques. Il y a l'entrée. Je ne rentre pas dans le détail. La porte cochère, c'est très important. Il y a des écuries derrière. Souvent, il y a des écuries quand il y a une porte cochère, il ne faut pas oublier. Un vestibule, alors plus ou moins opulent, ça dépend de classes. Ça, on voit dans des films souvent parce que ils ont repéré les beaux immeubles. Il y a la concierge, la portière, on appelait ça autrefois, qui est un loge plus agréable éventuellement que dans les quartiers populaires, agréable pour les habitants. Et puis un escalier impressionnant. Souvent, il peut prendre avec ascenseur ou pas. L'ascenseur va bien sûr changer le sol et les choses. Bon, allez, après, on monte à l'étage. Donc, l'étage noble, je répète ce que j'avais dit avant, c'est les premiers sur entresol.
et puis des étages qui se succèdent. Les plans, on va le voir, les plans sont répétitifs en fait, et il y aura un point de rupture quand on arrive vers les hauts, éventuellement. Dans tous ces immeubles, il y a, je ne vais pas insister là-dessus, le plus normal, c'est un appartement par étage. Pardon, je ne vais pas insister là-dessus. Encore une fois, quand on est dans les 20, 24 mètres, et puis quand on arrive au 5e étage, éventuellement, il y a 2 petits appartements. Et puis là-haut, tout en haut, les chambres de domestiques. D'ailleurs, la hauteur peut changer, la toiture change. Je mentionnais ça au tout départ. Là, c'est la place Saint-Michel. C'est devenu un modèle pour cette toiture en demi-cercle où on peut loger davantage d'étages, de surfaces habitables dans les combles. Donc ça, c'était quand je vous ai dit qu'il y avait ce règlement qui donnait maintenant, qui changeait. Avant, c'était on partait à 45 degrés, et là, en fait, on permet un étage supérieur, donc éventuellement un étage de plus avec les domestiques un peu, les chambres de bonne plus haut. Les images courantes de l'époque, il y a beaucoup de caricatures, on les utilise souvent avec cette idée de la concierge en bas qui s'amuse à sa manière, et puis les bourgeois, la hauteur est beaucoup plus grande à leur manière, ils peuvent recevoir éventuellement ici, et puis plus on monte, plus la hauteur diminue. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on voit que l'appartement se scinde, et puis tout là-haut, bon, il pleut, et puis les appartements sont plus petits, il y a des artistes là-haut, bon, il y a toutes sortes de anecdotes qui sont racontées. Souvent, l'idée qui est véhiculée avec ces images, c'est l'idée de mixité sociale. Donc, il y a une sorte de gradation des populations qui habitent dans un même immeuble. Mais bon, ce n'est pas aussi net, ce n'est pas dans tous les quartiers. Si on regarde, par exemple, une comparaison entre le numéro 66, deux immeubles du boulevard Saint-Germain, encore une fois, je m'excuse, c'est le boulevard que je connais bien. Donc, ça, c'est le plan que je vous ai montré, et ça, c'est l'autre plan que je vous ai montré. On est au début du XXe siècle. Les valeurs locatives, si on regarde, à l'entresol, c'est 1800. Donc, effectivement, premier sur entresol rapporte plus que celui-ci. Deuxième, troisième, quatrième. Mais vous voyez, les valeurs, les différences n'ont pas si énormes que ça. Donc, ce n'est pas vraiment des clients si différents qui habitent dans un cas comme... Plus haut, ça c'est simple, il y a 2 appartements. Et puis là-haut, il y a une chambre qui est taxée, donc elle ne sert plus de chambre de domestique. Quand on regarde ici, les personnes qui habitent, ça c'est à partir des recensements des populations. Là, j'ai résumé pour aller vite. Donc, dans tous les étages ici, des entresols jusqu'au 4e, en fait, c'est des petits ménages avec 2 ou 3 personnes. Dans un cas, c'est mari plus femme. Dans un autre, mari plus femme plus fils. Et un autre cas, c'est veuve plus domestique. Dans tout, il y a 2 domestiques, en fait. Parce que le 5e, il y a aussi domestique. Donc, dans ces immeubles où il y avait plusieurs chambres de bonne, en fait, il y a seulement 2 bonnes ou 2 domestiques qui utilisent ces chambres. Et encore, ce n'est pas sûr, ils peuvent vivre aussi dans l'appartement. En fait, le 5e étage, on voit bien qu'il y a 2 appartements. Ça, c'est un appartement jusqu'à la barre oblique. Et ici, dans un cas, un ingénieur plus femme, plus 3 enfants, plus domestique. Et ici, veuve plus 2 filles, dont une, c'est tout ce que je peux apprendre du recensement. Là-haut, un sculpteur, jeune, pas encore fortuné, peut-être ça va venir plus tard. Un veuf plus fille, secrétaire, femme est seule, mari plus femme. Donc on voit bien que, encore une fois, ce n'est pas forcément les domestiques, c'est en fait des chambres éventuellement faites pour des domestiques, encore ce n'est pas évident, mais après c'est d'autres, c'est des personnes, des revenus modestes qui habitent. Tout est tellement différent quand on prend le 7e arrondissement. Quand j'insiste là-dessus, la rue de Bièvre, à l'époque, par exemple, là où François Mitterrand
vivaient, c'était des quartiers des chiffonniers. C'était vraiment les quartiers pauvres à l'époque. Donc là, dans le 7e, on est dans le quartier Saint-Germain. Et en fait, par rapport aux hôtels qui sont dans l'entour, les immeubles du boulevard Saint-Germain, c'est plutôt bas de gamme, si on peut dire, ou moyenne gamme par rapport à ce qui est alentour, mais quand même, la valeur locative est beaucoup plus grande. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi les ruptures. Effectivement, il y a ici une grande rupture entre le premier sur entresol, deuxième, quand même, la même chose quasiment, et puis après, plus difficile à monter et la valeur de... Mais là, par contre, on voit aussi que la clientèle change. Il y a beaucoup plus d'enfants, plus de domestiques. Donc, il y a peut-être c'est les propriétaires dans ce cas, plus femmes, plus des enfants. Et puis là, un médecin, femme. Là, quand même, une rentière avec 5 domestiques. Alors là, je ne sais pas... ça, c'est les recensements, je ne sais pas ce qui est bon. Et puis, là-haut, 4e, magistrat, plus femmes, plus filles, genre 2 petits-fils, bon, famille élargie, pas récomposée. Et puis là-haut, encore veuf, vous voyez tout ça, et plus chambre de service. Mais même là-haut, il y a déjà, c'est pas seulement les domestiques. Tout ce que je vais dire, donc il y a cette gradation, cette mixité, mais attention, c'est pas aussi net, aussi caricatural on peut les penser parfois. Et puis après, il y a l'étage ambigu un peu dans toute cette affaire, c'est l'entresol. Donc souvent, l'entresol, on pense que l'entresol servait les boutiques, que l'entresol lié au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que dans les dessins des façades, c'est souvent le cas. On les voit moins aujourd'hui parce que les bossages qui étaient là disparaissent avec les vitrines. Donc c'est vrai que des points de vue des dessins des façades, je ne les déplore pas, c'est simplement l'argument devient plus difficile. Mais je veux dire, souvent on dessine ça autrement, c'est une partie différente. Mais si on regarde la hauteur de ce bâtiment, de celui-ci, si on regarde la hauteur sous plafond, donc on voit, ça c'est celui-ci, après j'ai comparé à d'autres. Donc il y a la même hauteur, premier sur entresol est plus grand, celui-ci un tout petit peu moins qu'entresol, donc ce n'est pas l'entresol tel qu'on a les images sous arcade, comme dans la place des Victoires, où c'est vraiment petit. Il y a ces cas-là du XVIIIe siècle où l'entresol est vraiment entresol, je veux dire un étage très petit éventuellement fait pour les travailleurs qui vont alimenter, les ouvriers qui vont alimenter ce qui est vendu en bas. Ce n'est plus le cas et en même temps il y a je me répète, il y a cette habitude de dessin des façades qui fait en sorte qu'on dessine comme un élément. Bon, c'est une question de proportion, bien évidemment, ça donne une assise plus lourde, plus agréable à l'époque pour ce bâtiment. Ça scinde bien les bâtiments. Mais en même temps, attention, je me répète, cet appartement, et sur les plans, c'est le même appartement. C'est le même appartement, tous ces appartements seront les mêmes, même jusqu'ici. Là-haut, ça va changer. Éventuellement, à partir de là, ça dépend des cas. Donc, 2 appartements. Donc, je me répète, on voit que la hauteur diminue, mais pas tellement que ça. Et puis, bien sûr, point de rupture là-haut, dans les combles, bien sûr, qu'on arrive. Et encore, j'imagine que dans les dessins, on prend souvent, on prend la hauteur du plafond, moins, disons, les brisées, quand la pente, elle est, disons, toute cette hauteur en diagonale, où on peut pas se tenir. Donc, ça, c'est un cas. Un autre cas, donc, le rez-de-chaussée plus élevé, effectivement, toujours plus haut. Dans ces cas, le deuxième est plus élevé que l'entresol. Et puis, vous voyez, et puis on arrive à ces cas-là. Et puis, en fait, c'est ces 3 immeubles-là, pardon, j'ai oublié de vous le dire, c'est ces 3 immeubles, mais je ne me souviens plus lequel est lequel. Donc, éventuellement, je pense que c'était celui-ci qui était très bas, 220.
Donc là, vous voyez, il y a un choix différent et qui explique ce que je vous ai dit avant. Là, c'est minime, qu'il y a des ruptures comme dans les lignes horizontales, elles sont pas continues. Là, c'est minime, mais parce qu'il y a des choix, justement, les propriétaires, l'architecte ont fait leur choix et il y a ces variations entre les différentes valeurs. Donc, la cour. La cour est un élément très important, bien sûr, dans un immeuble. L'immeuble est souvent entre rue et cour. C'est ce qui permet l'éclairage des pièces. Donc il est essentiel. À cet égard, on peut mentionner le cas de... D'ailleurs, c'est l'importance de la cour qui a changé les lois d'expropriation liées au percement. Un percement, un des premiers percements à Paris, celui de 1840, a créé la rue Rambuteau. La rue Rambuteau, à côté derrière, et aujourd'hui, une partie est derrière aujourd'hui le centre Bobo, le centre Pompidou. Et à l'époque, il y avait, les lois d'expropriation stipulaient qu'on pouvait exproprier les terrains qui sont dans l'emprise de la voie, puisque c'était pour l'utilité publique. L'utilité publique, c'était la création de la voie, c'était important pour améliorer la circulation. Donc, bon, parce que justement, de l'autre côté, il y avait les droits sacrés de la propriété privée, c'était très important. Les conseils d'État défendaient acharnement ces droits dits sacrés. Donc, il y avait une seule raison, la voirie. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des parcelles qui ont été amputées de la partie qui se trouvait dans la rue. Restait de l'autre côté de l'alignement, ça c'est la voie, de l'autre côté, il restait un bout de terrain. Plusieurs de ces bouts de terrain, c'était des lanières qui ne permettaient que l'élévation d'un immeuble ayant façade sur rue, mais sans cour, comme l'immeuble que je vous ai montré dans l'immeuble d'angle, le numéro 140, si vous vous souvenez. Donc là, il y avait une critique très forte en disant, on appelait ça des immeubles placards, et il y avait il y avait une polémique dans les annales des ingénieurs des ponts. On écrit que c'est inadmissible de créer ce genre d'immeuble-là. Un immeuble, c'est quelque chose qui vient avec une cour. Il faut une parcelle assez profonde. Sinon, l'immeuble, c'est un immeuble tronqué. Il n'est pas hygiénique. Bon, c'était les arguments de l'époque. D'où une loi importante, un décret en fait, de 1852, qui a changé justement toute la nature du percement et qui stipulait qu'on pouvait, si on amputait une parcelle, si une parcelle était amputée d'une partie, et ce qui restait ne permettait pas la construction d'un immeuble salubre, on doit l'exproprier cette partie. Et on peut. Ça veut dire l'utilité publique nécessite l'expropriation de ces terrains qui ne se trouvent pas dans la prise de la voie. Jusque-là, on pouvait exproprier simplement ce qui se trouvait dans la voie. Du coup, on rentre dans ce qui restait en main du propriétaire. Donc on peut exproprier ces petits bouts de terrain. Mais si on exproprie ces petits bouts de terrain, qu'est-ce qu'on fait avec ? Pour rendre ces terrains aptes à recevoir, ça c'est le terme, aptes à recevoir un immeuble salubre, il faut exproprier les terrains d'à côté. Et avec les deux, ou trois, on peut faire une parcelle adéquate. Et adéquate en largeur, adéquate en profondeur. Donc c'est ce décret de 1852 qui est venu pour permettre la construction d'immeubles salubres, qui a changé tous les percements, et le percement est devenu en fait une opération immobilière. C'est ça que je vous ai montré avec ces deux. On voit la rue Monge,
avec les deux lignes des immeubles. En fait, toutes les percées ont été faites comme ça. L'histoire est plus compliquée parce qu'il y avait les propriétaires se sont défendus, il y avait mais bon, l'idée est là, c'est que les percements, c'est une opération immobilière pour créer de nouvelles parcelles de deux côtés, aptes à recevoir des immeubles que nous appelons haussmanniens, des immeubles avec une certaine largeur et certaine profondeur. Et cette profondeur, elle est nécessaire pour avoir la cour, pour avoir, encore une fois, des immeubles qui sont relativement grands, parce que sinon, on pouvait avoir que des immeubles très, très minces. Donc la cour est un élément essentiel, un élément de ventilation et d'éclairage. Donc là, vous voyez les différents cas passés en revue auparavant pour comparer ces différentes cours et courettes. Donc à chacun, c'est important, parce que sinon, on ne peut pas avoir toute cette pièce. Parfois, ça peut devenir une cour très ample. Alors là, elle est traitée d'une manière architecturale différente. Mais sinon, on arrive, d'ailleurs, je m'excuse, quand j'ai toutes mes explications, en fait, j'aurais pu les faire avec cette image. Ça, c'est un immeuble placard. Ben, les immeubles placards, ce ne sont pas des immeubles d'angle, en fait. Vous pouvez imaginer, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'était ces immeubles-là qui ont été critiqués. Les cours elles-mêmes, ça vient du livre de Monique Eleb. Donc, on voit que la cour... les façades sont de matériaux moins nobles, bon marché, ça peut être la brique, ça peut être souvent des pans de bois plâtrés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la variété des ouvertures. Là, en fait, si vous regardez bien, la photo elle est prise dans ce sens-là. Il y a ici les deux fenêtres, encore une fois, avec cette sorte d'échancrure là. Donc là et là. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit, il y a cette variété de fenêtres qui donnent sur cour. Et le modernisme, on peut dire, a changé ce qui était en intérieur est devenu un extérieur. Ça veut dire, déjà, il y a aussi une immigration, dans certains cas, dans des immeubles plus récents, on verra la cuisine, bien sûr, sur rue, mais c'est surtout la variété des fenêtres, elle est de deux côtés d'un immeuble moderne, parce que ça va de soi que chaque pièce a la fenêtre qui est nécessaire, et la façade résulte, en principe, je parle maintenant du modernisme, résulte de considérations portées sur l'intérieur plutôt que de considérations portées sur l'extérieur. C'est pas aussi net souvent, parce que bon, on fait attention quand même sur l'extérieur, que ça ne soit pas une résultante aussi utilitaire. Mais bon, en tout cas, on voit qu'ici, sur la cour, c'est des choses auxquelles on est plus habitué. Je parle jusqu'à années 80. Après, on va reprendre des habitudes, éventuellement des façades plus nettes. Mais dans le modernisme pur jusqu'à années 80, c'est plutôt cette habitude-là de relation, l'extérieur reflète l'intérieur. Et les choses vont changer pour la Cour avec la loi de 1902. On est toujours des considérations sur l'hygiénisme est très fort. Donc, il y a un règlement qui donne des dimensions minimales pour les cours. On veut plus la question est toujours cette idée de circulation de microbes. Il faut aérer, il faut ventiler, il faut éjecter les miasmes, etc. Donc, il y a ces dimensions. Et puis, justement, ce qui se passe, c'est pour la première fois les permis de construire. On instruit un permis de construire, pas simplement les questions d'alignement et des gabarits. On commence à regarder ce qui se passe à l'intérieur de la parcelle. L'autorité publique prend la responsabilité de ce qui se passe chez les propriétaires, parce que cela influe après sur la santé publique. Donc il y a là, encore une fois, pour certains juristes, cela ne va pas de soi. En tout cas, ça passe dans les mœurs. D'où aussi les cours communes que vous connaissez peut-être entre bâtiments. Parce que c'est éventuellement, quand on s'arrange avec les voisins, on peut avoir davantage de surface bâtie sur sa parcelle,
tout en respectant la règle. Donc là, il y a une évolution importante dans l'histoire de l'architecture. Ça veut dire que dans certains cas, il y a dans les années 30, ça c'est l'immeuble Perret qui est juste à côté, avec une cour ouverte sur rue, et il y aura un type mornay, comme disent des collègues Trottel, Garcia, Trottel, ils ont travaillé sur cet immeuble à cour ouverte à Paris dans les années 30 surtout. Donc cette idée d'aérer davantage les appartements, et cette fois de la rue. Donc bon, ça c'est l'immeuble, on les connaît surtout pour la façade, ça vient d'ouvrages en anglais, mais on voit ici donc en fait une enfilade autour de cette cour en façade, avec la cuisine qui s'approche, vous voyez, à la salle à manger. Et ici, mais quand même, il n'y a pas encore, encore une fois, cette division jour-nuit, elle n'existait pas, la chambre est ici. Et puis 1904, donc le concours Rothschild, c'est un concours donc, société philanthropique pour la construction des immeubles philanthropiques, les débuts du logement social, et tout est travail sur un îlot. Et là, c'est divers architectes qui soumettent leurs propositions, et on voit les soucis majeurs, c'est abolir la cour. Donc ça, c'est très important. À un moment donné, on fait les lois pour pouvoir faire des cours. Après, on demande des cours plus grandes. Et à la fin, des cours qui deviennent de plus en plus grandes. Mais il faut les ouvrir aussi parce que l'air doit circuler. Donc ça, c'est... Et puis, ça c'est vrai qui est un architecte hygiéniste connu de l'époque. Donc en fait, il crée une sorte de... Presque, on peut dire, une barre à redans, comme le ferait Le Corbusier plus tard. Ça veut dire des cours, en fait, une série de U pour pouvoir, encore une fois, on ne ferme plus la cour. Il faut que l'air circule partout. D'ailleurs, là, c'est un autre exemple, mais éventuellement un peu trop resserré. Et puis, on arrive, encore une fois, j'essaie de cadrer l'immeuble haussmannien avant et après. Donc, on arrive à la solution radicale des années 30, les barres parallèles. Un des premiers, une la plus connue, c'est à Francfort, Westhausen, pour ceux qui connaissent, donc des petites barres perpendiculaires, donc une division totale. Les bâtiments ne sont plus parallèles à la rue. On rentre plutôt par des petites allées piétonnes que vous voyez ici. L'îlot a disparu aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais l'essentiel, c'est l'air circuler totalement. Il y a aussi une question d'orientation, préoccupation hygiéniste qui n'est pas du tout dans l'immeuble haussmannien. Mais il y a cette relation donc intime entre la rue, l'immeuble, toute cette coupe connue avec les immeubles qui sont sur l'alignement, avec des cours arrière, et puis derrière d'autres cours et d'autres bâtiments qui de leur côté sont alignés sur les autres rues. Tout ça disparaît et on invente un nouveau type de bâtiment, la barre, qui peut être petite comme dans ces cas, qui peut être très grande comme dans d'autres cas, mais encore une fois avec des relations à l'intérieur de ces différents, c'est la coupure jour-nuit, et à l'extérieur, relations totalement différentes à la voie et aux îlots, qui n'existent, qui disparaissent du fait, ça c'est bon, le fameux livre de Castex, Paneret et de Paul, de l'îlot à la barre. Donc ça c'est un des exemples les plus jolis. Et puis là c'était avec les étudiants, on était l'année dernière, on a visité cela, donc avec bien sûr l'espace vert, bon, tout change. Mais cette expérience qui était dans le logement social a fait naître un nouveau type de bâtiment qui, par la suite, est venu, et ça c'était en ville, et ça c'est une image du 16e arrondissement à Paris. Donc, ça c'est la grande différence par rapport à l'immeuble haussmannien. Il y a ces barres, cette grande barre qui se trouve là où autrefois il y avait probablement des immeubles haussmanniens.
On arrive à la situation actuelle. En 2 minutes, je termine. La situation actuelle, il y a plus. Bon, d'une part, ce qui s'est passé, il y avait un énorme travail de valorisation de tous ces stocks, de tout ce patrimoine. D'ailleurs, c'est le travail de François Loyer. Donc, c'était toute une grande recherche pour la Pure. Donc, c'était l'agence parisienne de la Pure, d'urbanisme, le R, urbanisme. Donc, et qui a fait tout ce travail colossal pour la Pure, recensant, c'est un travail général sur les stocks immobiliers à Paris, et c'était tout un travail pour dire que justement tous ces immeubles haussmanniens ont une certaine valeur. Il fallait aussi expliquer d'où venaient ces immeubles, comment ils sont liés à la rue, et ce sont d'ailleurs son immeuble, ça c'est bon, ça c'était... c'est son loyer, c'est son immeuble, Paris 19e siècle, l'immeuble et la rue. Donc, tout un travail. Et puis, de plus en plus de chercheurs sont intéressés à ces travaux. Donc, Monique Eleb a fait 2 livres très intéressants. À partir, elle est psychologue je pense, de formation à l'origine, mais elle a travaillé dans les écoles d'architecture quasiment depuis toujours. Donc, elle a croisé des travaux d'Elias, par exemple, plusieurs travaux sur les mentalités, et plusieurs, et puis mettait ça ensemble avec l'évolution de l'habitat en France. Ça donnait lieu à plusieurs livres. Et puis, en ce qui concerne l'immeuble haussmannien, il y a ces 2 livres, donc Loyer. Là, c'est un livre relativement récent qui se fonde sur d'autres livres, mais qui ajoute, c'est plutôt une historien de la littérature, et qui ajoute justement tous les travaux, elle cite beaucoup les auteurs de l'époque. Donc, fait voir beaucoup de choses sur la manière de vivre à travers, et la représentation des choses, à travers la littérature. Christian Mollet travaille depuis des années sur toutes sortes, sur les résidences, sur le logement, et donc il y a ces livres sur les immeubles privés, parce qu'il est vrai que souvent on a fait l'histoire du logement, et on a fait souvent l'histoire du logement davantage à partir du logement social, puisque les gens s'intéressaient à l'histoire du modernisme, et le modernisme avait comme mission de résoudre les problèmes de logement de masse, le logement social. Donc souvent les historiens ont suivi, et on a beaucoup moins de travaux sur l'immeuble privé. D'ailleurs, sur l'immeuble privé de nos jours, il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus, donc lui, il a fait un peu. Et puis, il y a Pierre Pinon avec son atlas qui est très populaire, très, très connu, l'atlas du Paris haussmannien, où il y a qui explique tous les contextes de ce que je viens de parler. Et puis, il y a une partie sur les immeubles. Donc, tout ça pour dire, j'ai commencé donc sur le livre de Loyer, donc cette idée de l'importance de ce stock du point de vue du patrimoine, mais je pense que, au-delà, c'est l'image qui est passée devant, je pense que ce stock était aussi prisé socialement. Il y a la recherche de cet immeuble, c'est une catégorie qui touche. Éventuellement, il y a là, encore une fois, c'est intéressant de savoir pourquoi cet immeuble. Est-ce que c'est des enfants qui ont vécu là-dedans comme enfants et puis essayent de retrouver? Est-ce que c'est un rejet de l'immeuble moderne avec cette coupure jour-nuit? Parce qu'il y a, comme je vous ai montré, il y a là une flexibilité d'usage plus grande. Est-ce que c'est des pièces plus grandes? Là, je pense que vous avez peut-être chacun a sa réponse à cette question. En même temps, c'est vrai que cet immeuble qui était basé, comme dit Loyer, l'immeuble et la rue,
tout était orienté vers la rue. Or, la rue aujourd'hui, c'est plutôt un espace qui est moins valorisant, moins agréable. Donc là, il y a un problème, c'est plutôt pour l'arrière qui en cherche. Et puis, il y a les grands changements que je n'ai pas mentionnés. En fait, éventuellement, la fin de cet immeuble, c'est aussi l'invention de l'ascenseur qui a totalement bouleversé les valeurs et où il est mieux de vivre en hauteur, ça c'est évident. C'est bon, plus calme, plus aéré, avec la vue qui est une chose très importante pour l'urbanisme et le logement moderne. Donc, il y a encore une fois des changements de valeur. Donc, c'est mieux d'habiter là-haut, et puis plutôt que premier sur entresol, là, justement, à côté de voitures et le reste. Donc là, il y a des choses qui changent aussi par rapport à ces immeubles. J'ouvre une parenthèse par rapport à l'invention de l'ascenseur. Un autre grand changement qui a eu lieu, c'est bien sûr la disparition de la domesticité qui habite dans l'immeuble. Et là, il y a en fait une période de transition assez intéressante qu'on voit d'ailleurs dans les immeubles des années 20-30, puisque les immeubles qui sont construits dans ces années-là, puisque c'est bien de vivre là-haut, il y a encore des domestiques, où est-ce qu'on va les mettre? Vous voyez ces problèmes, par exemple, dans l'immeuble célèbre de Le Corbusier, mais les immeubles qui sont dans la même rue, c'est tous les mêmes problèmes, où loger les domestiques. Donc il y a en fait au rez-de-chaussée, parfois dans des cours anglaises, parfois au premier étage, on met les domestiques. Donc justement, les domestiques en bas, et puis quand même, et puis les nantis en haut. Donc les valeurs changent totalement. Donc avec l'immeuble haussmannien, justement, il y a éventuellement ces problèmes-là. Il est bon de vivre là-haut, mais là-haut c'est plus bas. Donc bon, toute cette inversion. Un autre petit problème, la cuisine. Et là, c'est là, il y a une étude assez jolie à faire, c'est de voir tous les changements qui ont été faits, les transformations de l'immeuble haussmannien pour recevoir les habitants du XXIe siècle, avec la cuisine, qui on fait, comme le séjour est grand, on fait des cuisines à l'américaine, j'ai vu un ou deux aménagements dans ce genre, et la cuisine devient une petite pièce au bout. Donc tout cela, donc je pense que là, il y a tout un travail sur le développement de l'immeuble haussmannien qui est très intéressant. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je suis, bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions.